Non, 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 on ne s'est pas levé pour écouter l'hymne néerlandais ce dimanche matin. Il y a eu un petit changement dans la programmation du podium, pas de Verstappen à cause du frein arrière droit qui a fini par exploser, l'obligeant à abandonner dès le tour 4. Ocon a failli avoir la même chose, mais c'était un tir-off l'obligeant à faire un arrêt de plus que tout le monde. Et je crois que Gasly aussi a eu des problèmes, tout comme Pérez. Bref, se réveiller avec l'hymne italien, qui est joyeux, je vous cache pas que de temps en temps, ça fait du bien. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Australie 2024 de Formule 1 et c'est parti. C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises, a déclaré James Vowles lorsqu'il a annoncé qu'Alex Albon prendrait le châssis de son coéquipier Logan Sargeant pour le reste du week-end et le laisserait à pied du coup dans le garage. Alors mini retour en arrière pour ceux qui n'auraient pas tout suivi sur ce week-end de Grand Prix. On débarque donc à l'autre bout du monde, littéralement. On entame la FP1, tout va bien et en sortie de virage 6, qui est devenu un virage qu'on passe beaucoup plus vite depuis 2 ans, eh bien Alex Albon monte sur le vibreur, assez haut d'ailleurs ce vibreur, et se fait déstabiliser pour finalement perdre la voiture et la placarder dans le mur à l'intérieur du virage 7 avant de rebondir sur l'autre mur à l'extérieur. Choc relativement violent. La voiture, elle est détruite du coup, bah oui, choc violent, ouais. Boîte de vitesse ouverte en deux, le moteur est mort et le châssis n'est pas réparable sur place. Bon bah faut construire une nouvelle voiture, sauf que là est tout le problème de Williams, il leur manque un châssis. Et sans châssis, bah pas de cockpit, pas de pilote, pas de pilote, pas de pilote. James Vowles a donc pris la décision hyper critiquée sur les réseaux sociaux et dans les médias de donner la voiture de Sargeant à Albon pour le reste du week-end, laissant l'Américain qui avait rien demandé sur le carreau. Et oui, la décision, elle est injuste, elle est moche, elle est horrible pour Sargeant ou pour n'importe quel pilote dans cette situation, mais c'était la bonne décision à prendre. Faut arrêter d'être dans un monde de bisounours. On parle d'une décision pour une équipe de Formule 1 qui engage des millions et des millions de dollars par an. On paye des centaines et des centaines d'employés dont la source de revenus, autre que le sponsoring, et encore ça reste dépendant de ça, sont les points marqués en Grand Prix. Alors oui, Logan Sargeant est bien évidemment moins performant qu'Alex Albon. Si vous étiez sur, je sais pas moi, Motorsport Manager ou F1 Manager 23 par exemple, et que vous aviez la même décision à prendre, mais tout le monde, même les plus critiques de cette décision, ferait exactement la même chose. Le boulot de James Vowles, c'est de maximiser les chances de marquer des points. Le calcul, il est rationnel, il est dénué de toute émotion, et c'est le bon calcul. Et même si Albon plantait la bagnole, ça aurait été quand même le choix le plus logique à faire, ça aurait été quand même le meilleur choix à faire. En revanche, quand Sargeant mettra la pilule à Albon et 4 dixièmes à la régulière en qualif, ouais, pas de souci, on pourra légitimement se poser la question et dire est-ce que ça valait le coup de le faire. Pour terminer, pourquoi il n'avait pas 3 châssis, au moins comme toutes les autres équipes, vous allez me demander, eh bien parce que ça a été la stratégie agressive de développement et de production mise en place par James Vowles chez Williams. Bosser à fond pour avoir 2 voitures prêtes, performantes, au détriment d'avoir un 3e châssis de rechange parce que fallait produire d'autres pièces. N'oubliez pas que les pièces chez Williams fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais ça se suivait pas avec un logiciel spécifique permettant de tout tracer, de comprendre quoi faire quoi avec telle pièce, etc. Chez Williams, pour construire une Formule 1, on se servait d'un Excel et on se le passait de main en main en 2022-3. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors au final, la voiture n'avait pas assez le rythme pour aller chercher les As et les points, même si elle était devant les Alpine et les Sauber, ça manquait tout de même de rythme. Williams n'est pas encore sorti de l'auberge et ce week-end peut servir un peu de wake-up call entre guillemets pour dire faut se grouiller pour bien bosser, mieux bosser, pour avoir toujours 3 châssis et pas avoir besoin de choisir. Spoiler alerte, ils auront quand même pas un 3e châssis au Japon dans 2 semaines. Donc s'ils replantent la caisse, c'est la merde. Bon, obligé de parler de dépassement, on en a eu quelques-uns d'assez intéressants dans l'endroit le plus rapide du circuit, quasiment au virage 9, notamment un magnifique XT de Pérez sur Russell. Mais je vais pas parler de ceux-là, bien qu'ils soient incroyablement beaux et montrent une vraie bravoure de la part des pilotes qui ont tenté, notamment Pérez par exemple. Technique du jour, le dive bomb. Alors je reviens sur le plongeon de Tsunoda sur Gasly au virage 11 parce que
Si ça, c'est pas un dive bomb de l'enfer, je sais pas ce que c'est. Alors juste pour recontextualiser un petit peu, Tsunoda a des pneus beaucoup plus frais que Gasly et l'Alpine est bien moins bonne que la Racing Bull. Donc il y a une plus grande facilité, on va dire, pour Tsunoda d'exécuter correctement sa manœuvre. Alors on sort des enchaînements 9 et 10, Tsunoda se rapproche au DRS, mais il reste blotti dans l'aspiration du français. Au moment de prendre les freins, Tsunoda se décale brusquement pour plonger à l'intérieur et vers le point de corde tout en freinant, en espérant être plus efficace et se porter à la hauteur du français. Dans le même temps, Gasly projette son regard donc vers l'intérieur et entrevoit un truc bleu métallique passer dans son rétro à droite très vite, de manière très surprenante. Ça veut dire que Tsunoda vient de se porter à sa droite, donc va peut-être falloir laisser un petit peu la place dans le virage. Tsunoda arrive à très bien freiner, arrive roue avant contre roue avant au point de corde. Il est suffisamment imposant pour que Gasly concède naturellement l'intérieur. Tsunoda laisse juste de la place sur l'extérieur en sortie de virage pour pas mettre son ancien coéquipier dans les graviers et puis avoir un problème. Et puis derrière, il s'envole. C'est parfaitement exécuté de la part du japonais qui a d'ailleurs fait une très bonne course et ramène des très gros points pour Racing Bull. Maintenant, on a la version moins réussie quelques tours plus tard avec deux voitures dont les différences de performance à ce moment précis sont assez faibles. Donc c'est bien plus complexe de plonger et de se porter à hauteur. Magnussen part d'un peu plus loin que Tsunoda, se décale et finit par freiner très tard. Tellement tard qu'il a surpris Albon qui a cru que Magnussen allait tout simplement louper son freinage et l'emplâtrer. Finalement, il arrive à tourner au point de corde et Albon perd du terrain pour se faire finalement dépasser un petit peu plus tard. Alors la différence entre les deux dive bombs, c'est que un beau dive bomb comme celui de Tsunoda, ça ressemble un peu à une manœuvre d'évitement en on-board mais qui est maîtrisée et à un décalage de voyou, j'allais dire, ou agressif vu de l'extérieur. Pour Magnussen, c'est un petit peu de trop loin qu'il tente sa manœuvre, il n'arrive pas à être roue avant contre roue avant, et donc la manœuvre n'est pas assez bien construite dans l'ensemble. C'est pas grave, en vrai, faut tenter, mais voilà, faut avoir un pilote gentil en face qui ferme pas la porte, sinon c'est une ou deux voitures au tapis. Donc voilà, mais pour la différence entre les deux dépassements. Tsunoda, c'était règle de l'art. Troisième réaction, on va parler un peu de rythme de course parce que sur ce Grand Prix, McLaren confirme sa bonne forme. On va partir du principe quand même que Red Bull a toujours un petit avantage, même si Ferrari est revenu clairement au contact, voire peut-être mieux, mais ça pour l'instant on le sait pas. Et donc McLaren se positionne en troisième force du plateau, je trouve, assez nettement. Alors McLaren allait quand même souffrir un petit peu ici car on a des grandes lignes droites et la vitesse de pointe c'est pas le point fort pour l'instant des papayas. Donc très vite Sainz a réussi à creuser l'écart. Leclerc en fait avait une meilleure voiture au départ que la McLaren, mais il n'était pas assez rapide pour prendre l'avantage sur Norris et ça valait pas le coup parce qu'il y avait encore la carte de la stratégie à jouer avant de prendre des risques en piste et tenter des dépassements. Alors Russell est en tête du paquet qui est derrière et c'est un petit peu celui qui va déclencher la vague d'arrêt au stand. Leclerc s'arrête le tour suivant avec Piastri, ce qui le protège de l'undercut éventuel de Russell, mais lui permet aussi de tenter l'undercut sur Norris. Et ça, c'est très important. Du coup, pris au piège, Norris allonge pour jouer sur la fin de course avec des pneus qui seront plus frais. Alors Norris finit par s'arrêter, malheureusement juste avant la VSC qui est provoquée par l'abandon de Lewis Hamilton et se fait passer et par Leclerc et par Piastri. Sauf que arrive un nouveau problème dans l'équation. Pérez qui remonte comme une brute après avoir laissé les deux Mercedes bouche bée un petit peu plus tôt à la radio en mode oula, rocket ship. Logiquement, chez McLaren, on va demander à celui qui a les pneus les moins frais de défendre sur un éventuel retour de Pérez et d'attaquer avec les pneus les plus frais Charles Leclerc. Consigne d'équipe, c'est pas aujourd'hui que Piastri montera sur le podium de son Grand Prix national, mais encore une fois, c'est la bonne décision à prendre pour l'équipe. Mais les McLaren tiennent car Pérez galère quand même pas mal avec ses pneus. D'abord trop protecteur sur le premier relais et puis trop violent sur les premiers tours de mise en route sur les deuxième et troisième relais. Donc en fait derrière, le pneu ne délivrait pas la performance maximale qu'il pouvait avoir. C'est toujours méga important la manière dont tu mets en route tes pneus, comment tu les chauffes. Si tu les chauffes trop brusquement, c'est la merde. Si pas assez, c'est la merde aussi. D'ailleurs, Charles a eu pas mal de graining sur les pneus en deuxième relais, ce qui fait que les McLaren étaient presque un petit peu plus rapides à certains moments. Derrière, je m'attendais pas à ce que les Mercedes soient si loin, entre guillemets, en termes de rythme. Ça a fondu pour le coup. Les Aston étaient presque un petit peu mieux sur certaines parties de course, mais sur ce Grand Prix, on avait un vrai gap entre Ferrari-McLaren
et Aston Martin Mercedes. On y voit donc de plus en plus clair sur la tendance qui se dégage devant. Le Japon sera un très très bon circuit pour voir le véritable gap en termes d'aérodynamisme et de gestion de pneus. Je me dis que McLaren devrait être pas mal. Et si Ferrari était si bon sur les longs relais par rapport à ce qu'on voyait en free practice avec la Red Bull, ça va être vraiment méga intéressant. D'ailleurs, je crois que chez Ferrari, on redouble d'efforts pour amener des améliorations pour le Japon parce que aérodynamiquement parlant, la Red Bull, elle peut donner une énorme claque à tout le monde. Donc, faut pas perdre du terrain pour les rouges. Et je pense qu'il y a d'autres équipes, il me semble, qui vont apporter aussi des améliorations. Red flag, red flag, red flag, I'm in the middle of a track. Okay. Red flag, red flag. Red flag, you got Stroll. Red. Oui, la radio de George Russell est effectivement très alarmante, tant la voiture du Britannique est un objet particulièrement dangereux dans cette sortie de virage 6 qui est très rapide, voire peut-être trop rapide. Alors on va remettre les points sur les i. Premièrement, on l'a vu en F2, on l'a vu en F3 et on l'a vu même l'année dernière. Ce virage n'a pas été correctement modifié. La zone de dégagement est trop faible et fait revenir la voiture accidentée en plein sur la trage. Il faut modifier soit le virage 6, le rendre plus lent, soit le dégagement, mais on peut pas rester comme ça. Là, il y a un vrai problème. Deuxièmement, c'est quoi ce délai pour neutraliser la course? 10 secondes, voire même 15 secondes avant de mettre une virtual safety car avec un Stroll qui arrive pleine balle sur le virage 6. Alors on agite le double drapeau jaune évidemment, Stroll ralentit parce que il est pas débile non plus et il est heureusement prévenu par son ingénieur, mais imagine, il a plus de radio, on se retrouve avec une autre voiture probablement dans le mur qui arrive un petit peu vite. Troisièmement, comment on neutralise la course? Vraie question. Déjà la priorité c'est que toutes les voitures ralentissent à mort pour mettre en sécurité la zone de l'incident. Donc au choix, on a à disposition virtual safety car, ou drapeau rouge. Alors on va poser la question tout simplement, pourquoi on n'a pas mis de drapeau rouge directement? J'ai pas trouvé l'explication, mais voici ma petite théorie. Alors, le directeur de course assure la sécurité des pilotes, mais aussi de toutes les personnes qui sont dans la pit lane, etc., qui sont dans l'enceinte du circuit où on fait la course. Mettre un drapeau rouge veut dire que obligatoirement, il faut rentrer au stand. On est dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, on a des voitures un petit peu partout en piste, on a Piastri et Gasly d'ailleurs qui sont pas loin de l'entrée des stands. Sauf que dans les stands, on prépare la cérémonie du podium, on se retrouve avec du personnel qui est à pied dans la pit lane, qui est dans la fast lane, dans la zone de travail, etc. Comme à Bakou l'année dernière avec Ocon qui rentrait pour son arrêt au stand. Sauf que là, tu as une quinzaine de voitures prêtes à rentrer et qui doivent se faire accueillir par du personnel, par toutes les équipes, etc. Donc le drapeau rouge a un avantage, il neutralise parfaitement ce qui se passe en piste et la sévérité du drapeau indique aux pilotes que c'est un peu la merde. En revanche, à ce moment précis, dans la pit lane, on ne peut pas recevoir les pilotes de manière relativement sûre pour tout le monde et là est le plus gros problème. Et puis même si on avait mis drapeau rouge, que tout le monde était rentré avec des gens partout machin, etc., on aurait gueulé sur la FIA en mode bande de bouffons. La safety car aurait peut-être aussi été pas mal, mais le timing est trop serré pour envoyer la voiture en piste, récupérer le leader et regrouper le paquet. On n'a pas assez de tours, ça aurait été le bordel, concrètement, c'est sûr. Et en safety car, les pilotes ont, comme en virtual safety car, un delta de temps à respecter pour pas rouler trop vite. D'où la VSC qui est finalement le bon choix. On neutralise la course, mais les voitures restent en piste et doivent rouler lentement pendant que on s'organise en pit lane. Alors ça me tue de le dire parce que émotionnellement, je vous jure, j'étais prêt à tout fracasser au moment de commencer cette réaction et de dire mais alors beaucoup trop de mal de la FIA. Mais avec un peu de recul et de calme et de réflexion, oui, la direction de course a fait le bon choix de mettre une VSC. Par contre, est-ce que ça manque de rapidité? Ouais, peut-être. Mais tout ce que je viens de vous dire et d'expliquer pourquoi on a pris cette décision, c'est peut-être ça qui a coûté 10 secondes. Bon, pour l'action entre Russell et Alonso, factuellement, du coup, il s'est passé quoi? Alonso, en arrivant vers le virage 6, ralentit plus que d'habitude. Il relâche les gaz, léger frein, puis reprend un peu les gaz dans l'idée de se ménager une parfaite sortie sur la grande pleine charge qui suit. Russell revient très proche, trop proche, perd de l'appui aéro en rentrant dans le virage par rapport à ce que la voiture est capable de faire à ce moment-là. L'arrière suit pas, car plus assez d'appui, donc un petit coup de survirage, là, hop, il corrige, mais bon, ça tape quand même le mur.
À aucun moment les voitures ne se touchent, on met quand même un drive-through transformé en 20 secondes de pénalité à Fernando Alonso parce qu'il est reconnu coupable de ne pas avoir piloté comme les tours précédents, d'avoir eu une conduite erratique, donc un peu bizarre ou pas normale entre guillemets, et d'avoir sciemment finalement tenté une autre manière de prendre le virage pour pas se faire bouffer au DRS derrière, du moins c'était plutôt son intention. Me parlez pas de break test, on est dans une zone de freinage, donc on peut s'attendre à ce que la voiture ralentisse, on n'est pas en ligne droite à 300 km/h comme à Jeddah en 2021 avec Hamilton et Verstappen. Se décaler à l'intérieur est donc devenu une manœuvre erratique selon cette interprétation du règlement par les commissaires sportifs. Voilà, défendre... c'est pas bon. Alors admettons que George Russell ne se plante pas et même prenne Alonso à son propre jeu. Est-ce qu'on serait revenu sur cette manière de piloter au virage 6 ? Personne n'aurait rien vu. Et on aurait même loué l'intelligence de course d'Alonso et de Russell. Bref, j'ai pas les mots. J'ai trop de colère en moi, j'ai trop de dégoût pour le moment. Il y a trop de politique en F1, trop de règles, trop de tout. Je suis fatigué. Vraiment, c'est nul, il n'y a pas d'autre mot. Alonso est pénalisé pour son intelligence de course, certes sournoise, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais la FIA et Johnny Herbert essaient de faire justice entre guillemets parce que Russell n'est pas capable de voir qu'une voiture devant ralentit dans une zone de freinage et se plante tout seul comme un grand. Voilà, on en fera peut-être une vidéo pour aller plus en profondeur, mais c'est une vaste blague. L'art de la course vient de prendre un coup dans la gueule juste parce qu'un pilote réfléchit pas assez et se plante dans un mur. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. 14 jours, c'est ce qu'il faut pour sortir de l'hôpital et gagner un Grand Prix de Formule 1. Voilà, n'hésitez pas à aller vous faire opérer de l'appendicite, ça fera du bien à tout. Imagine, tu peux faire ça. Carlos Sainz a fait donc une course qui est tout à fait exceptionnelle et je dirais même un excellent week-end dans l'ensemble, bien construit au fur et à mesure, sans faire d'erreur, en écoutant la voiture et son corps. Malgré les problèmes de Verstappen, les Ferrari avaient l'air d'être vraiment dans le coup et il faudra attendre de voir le Japon du coup pour confirmer ça. Mais le Carlos, il a tout fait parfaitement. Un excellent gestionnaire, vraiment de fou furieux. C'est un excellent pilote aujourd'hui. Il s'est mis à l'abri de Norris, il a géré les pneus, il a pris en main la stratégie sur les pneus. Il a été à l'écoute de la monoplace. Carlos et Charles d'ailleurs ont été incroyablement bien servis au stand avec des arrêts de l'espace. Vraiment, mais de l'espace chez Ferrari. Chapeau aux mécaniciens qui ont réussi des arrêts, qui ont bien joué sur la course et la position en piste, mine de rien, ça a joué aussi un rôle. La voiture n'a plus les défauts de l'année dernière, c'est même devenu des qualités, alors il faudra confirmer sur d'autres circuits. Et donc ça récupère un doublé quand Verstappen ne peut pas être là ou que Perez n'arrive pas à reprendre l'avantage dans le trafic. Tout va mieux chez Ferrari, on est dans une très bonne dynamique. Fred Vasseur apporte de la joie, et c'est aussi ce qui manquait à l'équipe, je pense, et du sérieux. Donc voilà, et surtout il arrive à protéger l'équipe et à créer une distance avec les médias. On ne le voit pas au cœur de sujets qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui amène de la négativité, que ce soit l'affaire Wolff avec la FIA, l'affaire Horner, l'affaire Ben Sulayem avec la FIA encore une fois. Il est loin de tout ça, il essaie même d'en tirer un petit peu avantage en tentant de recruter des grosses têtes pour les années futures qui, genre voilà, hein, tu vois, Pierre Vacher, Adrian Newey, etc. Et puis pour parler de Sainz, mais quel meilleur CV que de remporter deux Grands Prix même, en comptant l'année dernière, pendant l'ère de domination de Verstappen, et les 2 victoires sont des masterclass stratégiques de pilote qui réfléchit. Et à chaque fois, Russell s'est planté dans le dernier tour. Il est pour le moment meilleur que son coéquipier sur déjà 2 week-ends. Ça me paraissait évident qu'il soit sur la grille l'année prochaine, Carlos Sainz, mais là, je pense qu'il est en train de s'ouvrir toutes les possibilités et ce sera à lui de faire le meilleur choix en fonction de ce qu'il se passe. Donc, tant mieux, il fait le job sur la piste. Et comme on dit en Formule 1, tout le monde a un peu la mémoire courte, donc du coup, on se rappelle surtout de ta performance lors de ta dernière course. Et c'est elle qui fait un petit peu le pilote. Allez, je vous laisse avec un bonus double victoire de Isack Hadjar en F2, même s'il a pris une pénalité avec un départ un peu chaotique en course sprint. Pour moi, elle compte pas. Voilà, j'ai décidé de plus écouter la FIA parce que non, voilà. Encore une fois, c'est une blague. Hein. La pénalité est de mon point de vue totalement injustifiée. C'est un incident de course où Isack ne peut pas avoir ou savoir qu'ils sont 3 de front. C'est tout. Hein. Donc, je refuse la pénalité. Elle n'existe pas. Voilà. Des bisous la FIA, on se verra à Place de la Concorde. Et puis bravo à Victor Martins qui s'en sort bien en nous donnant 2 belles French remontada. Ça fait du bien après un loupage en qualif. Maintenant, faut continuer. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires.
On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix du Japon où il faudra encore une fois se lever tôt. Mais si se lever tôt égale avoir une belle course, ouais, je veux bien me lever tôt. Voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao.